Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Système 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle présentation dans laquelle je vais vous parler de l'un des types de NAT, ce qu'on appelle le NAT statique. Donc, c'est quoi le NAT statique et à quoi correspond? Aujourd'hui, en fait, je vais essayer de détailler un peu l'idée déjà de NAT statique avec un simple exemple. Aujourd'hui, admettons en fait, vous êtes un citoyen d'un pays X, ok? Alors, vous avez une ville A dans le pays X et vous avez une ville qui s'appelle par exemple la ville B. Aujourd'hui, en fait, vous allez prendre l'avion pour rejoindre le point A vers le point B. Ce que vous avez besoin, et voilà, tout dépend des pays. Après, voilà, je vous parle en fait d'une manière standard, c'est que vous rejoindre une ville interne dans votre pays et vous devez prendre un vol, donc une pièce d'identité suffit pour prendre le vol. Par contre, si vous allez voyager vers par exemple, vers un pays Y, vers une ville, par exemple, point C, et vous allez prendre le vol de la ville A vers la ville C, dans ce cas-là, vous avez besoin, voilà, admettons, on va dire que c'est un pays qui exige d'avoir un passeport pour s'identifier à l'aéroport. Donc, dans ce cas-là, en fait, vous avez besoin de ce qu'on appelle donc un passeport. C'est pareil pour, on va dire, pour les réseaux. Et surtout, en fait, avec le NAT statique. Aujourd'hui, admettons, vous êtes en entreprise, vous avez par exemple un switch, vous avez par exemple deux équipements. Alors, vous avez un équipement, on va dire, s'appelle A et l'équipement qui s'appelle B. Et ici, en fait, vous avez un routeur. Ici, par exemple, il est connecté à votre service provider, donc Internet Service Provider. Et du coup, ici, en fait, vous avez un serveur, on va dire www.cisco.com. Alors, pour que l'équipement A puisse communiquer avec l'équipement B, dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que vous avez besoin juste d'une adresse IP privée. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'une adresse IP publique. Donc, c'est pareil pour l'exemple en fait qu'on a pris par rapport à l'aéroport. C'est que aujourd'hui, lorsqu'en fait vous voulez voyager d'un point A vers un point B, dans le cadre du, on va dire, voilà, on reste dans le cadre d'une aide statique, vous avez besoin juste en fait d'une adresse IP privée. Donc c'est-à-dire une pièce d'identité. Donc vous n'avez pas besoin de s'identifier dans votre réseau local avec une adresse IP publique. Donc dans ce cas-là, pour le trafic qui va y arriver, c'est qu'en admettant qu'il est dans le même réseau, bah ok, bah là il va passer par le switch et il va arriver sur le point B. Ok? Dans ce cas-là, on va dire, si le point A, ou bien l'équipement A veut rejoindre par exemple le site www.cisco.com, dans ce cas-là, on a besoin de s'identifier sur Internet. Et l'identification sur Internet, parce que là, on va voyager d'un point A donc vers un point B qui est dans une autre zone. Si c'est une zone, on va dire intrust ou bien outside. Dans ce cas-là, ce qu'on a besoin, c'est en fait d'une IP publique. Donc d'une IP publique. Alors, l'IP public, à quoi correspond dans ce cas-là? L'IP public, c'est que lorsque la requête il va y arriver au niveau de mon routeur, donc le routeur en fonction avec le net statique, donc il va changer mon adresse IP source qui correspond à l'host A, donc qui est dans mon réseau local, et va la changer avec l'adresse IP publique selon ce que nous, en fait, nous, on va mettre en place sur la configuration au niveau de notre routeur. Comme ça, l'équipement A, donc il peut rejoindre le serveur www.cisco.com. Ok, donc j'espère que ce point-là, donc il est bien clair pour vous. Donc je vais essayer de résumer. Aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un réseau local et vous voulez en fait communiquer, on va dire, avec une adresse IP privée, dans le même subnet. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'une adresse IP publique, mais une adresse IP privée, c'est que ça correspond. Vous n'avez pas besoin de s'identifier dans votre réseau avec une adresse IP publique. Dans ce cas-là, donc le trafic elle va arriver au niveau de switch, et le switch en fait il va forwarder le paquet vers le point B, c'est-à-dire l'équipement B.
Mais par contre, aujourd'hui, si l'équipement 1, donc il veut rejoindre le site www.cisco.com, dans ce cas-là, la requête, il va arriver au niveau de ma gateway. On va dire que ma gateway, c'est mon routeur qui est là. Ok, donc, j'aurais besoin d'une adresse IP publique. Admettons que dans notre cas, on avait configuré le NAT statique. Donc, ce qu'il va faire le routeur, c'est que il va prendre l'adresse IP source qui correspond donc à l'host 1, il va la retirer et va la remplacer par l'adresse IP publique que nous, on avait configurée au niveau de notre équipement. Ok, en admettant, on reste dans le cadre du NAT statique. Ok, bon, cet exemple, en fait, c'est pas un exemple de l'AirPort, c'est pas un exemple qui est toujours valide. Bon, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais il y a une sorte de routage, tout ça, mais bon, oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est juste, en fait, j'ai essayé de simplifier les choses avec ce petit exemple de voyage en interne, le voyage en externe lorsque vous passez par l'aéroport. Alors, je supprime tout ce que j'ai fait et là, je passe au prochain diapo. Alors, le prochain diapo. Alors, c'est quoi le NAT statique? Alors, le NAT statique, c'est un NAT statique qui utilise un mappage de type de 1 à 1, donc de 1 à 1 des adresses locales et globales. Parce qu'en fait, je parle d'un mappage de 1 à 1. Donc, c'est-à-dire, c'est que, voilà. Donc, j'ai une adresse IP privée, donc qui va correspondre à une adresse IP publique. Donc, c'est ça ce que veut dire, en fait, un mappage de type de 1 à 1. Donc, one, ce qu'on appelle, en fait, aussi de one to one. Ok. Alors, le NAT statique est particulièrement utile pour les serveurs web ou les périphériques qui doivent posséder une adresse permanente accessible depuis Internet. Bon, je vais essayer un peu de détailler ce point-là. Aujourd'hui, lorsque je vous parle en fait, le NAT statique, c'est un type de mappage de 1 à 1 ou bien one to one. C'est-à-dire, c'est que une IP publique, donc, il devrait correspondre à une IP privée. Private. Donc, dans le cas du NAT statique. Et une IP private aussi, on va dire comme ça, et une IP privée donc devrait aussi correspondre à une IP publique le cas où un serveur web devrait être accessible depuis Internet. Ok, bon, j'ai pris en fait cet exemple. Aujourd'hui, admettons que vous êtes dans une entreprise, ici vous avez deux équipements en interne, donc le 10.1.1 et le 10.1.1.2. Ici, on va dire que vous êtes dans un réseau inside. Donc ici, parce que tout simplement, on correspond à des adresses IP privées du classe A. Très bien. Maintenant, vous avez un équipement qui fait du NAT, donc qui fait donc la fonction du NAT statique. Donc, dans cet exemple, en fait, c'est toujours dans le cadre du NAT statique. Ici, vous avez donc votre réseau. Hop. Donc ici, vous avez votre réseau donc Internet, donc qui correspond donc à votre fournisseur d'accès Internet. Et puis en fait, voilà, vous avez des autres équipements qui sont sur Internet qui vont vous router vers le 10, pardon, vers le 170, le 170.1.1.1. Alors dans ce cas-là, ce qui va y arriver, c'est que aujourd'hui, vous avez le 10.1.1.1 qui veut le rejoindre, par exemple, le 170.1.1.1. Admettons que votre routeur NAT qui est là, donc il fait un NAT de statique. Donc le NAT statique, comme je vous ai expliqué, donc une adresse IP privée donc, correspond à une adresse IP publique. Et une adresse IP publique correspond à une adresse IP privée. Dans ce cas-là, on va dire que donc l'équipement qui correspond à l'adresse de 10.1.1.1 pour qu'il puisse rejoindre le serveur le 170.1.1.1. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire une sorte de NAT afin que NATer donc le 10.1.1.1 avec une adresse IP publique qui correspond au 200.1.1.1. Ok. Et pareil aussi pour le 10.1.1.2. Donc dans ce cas-là, il sera NATé avec une autre adresse IP publique qui est on va dire, le 200.1.1.2. Ok. Bon, admettons au niveau de ces routeurs NAT, on fait juste du NAT statique parce que voilà, on va dire que l'entreprise il est riche ou bien bon, on va rester dans le cadre de cet exemple. Mais le problème qui va y arriver, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez un autre équipement qui se rajoute ici à votre réseau, on va dire, qui va prendre le 10.1.1.3. Donc, dans ce cas-là, vous avez donc le NAT statique. Donc, le paquet, s'ils veulent partir donc au niveau Internet,
bien il veut partir le 10.1.3, donc il veut partir vers le serveur, donc il est 170.1.1 qui correspond par exemple à un serveur Cisco. Dans ce cas-là, le paquet va arriver en fait, il va y arriver au niveau de mon routeur qui fait la fonction du NAT, mais elle va dire ok, bah, dans ce cas-là, moi j'ai aucune correspondance pour dire que pour le 10.1.1.3, donc il va être naté avec une adresse IP publique. Dans ce cas-là, l'équipement en fait il va pas pouvoir rejoindre Internet, il va pas pouvoir rejoindre le serveur web qui est en externe. Ok, donc le NAT statique, c'est en fait un type de mappage de 1 à 1. Alors, maintenant, je vais revenir sur le deuxième point. Le deuxième point, comme je dis, c'est que le NAT statique est particulièrement utile pour les serveurs web ou les périphériques qui doivent posséder une adresse permanente depuis Internet. Bon, aujourd'hui, admettons que vous avez ici, par exemple, on va dire, vous avez un routeur, donc un routeur qui fait du NAT statique. Donc, qui fait du NAT statique. Vous avez par exemple ici un switch. Et puis en fait, vous avez ici, je sais pas, un serveur, on va dire, un serveur Apache, un serveur web Apache. Bah là, en fait, il y a hébergé une application X. Ok. Et ici, par exemple, votre routeur, donc il est connecté donc à un Internet Service Provider. Et par la suite, ici, vous avez en fait les utilisateurs qui sont sur Internet. Ici, en fait, vous avez un utilisateur, on va dire, bon, vous avez un utilisateur qui veut le joindre le serveur Apache. Dans ce cas-là, en fait, le serveur Apache, il est hébergé donc sur Internet. Alors, comment ce problème sera résolu? Donc, le problème sera résolu, c'est que il faut, par exemple, admettons que on a un subnet IP public qui a été, on va dire, donc qui a été acheté à partir de l'ISP. On va dire que vous avez acheté, par exemple, le subnet, je sais pas, bon, en rentrant donc 41.41.41.0. On va dire que c'est votre réseau IP public qui sera routé sur votre entreprise. Donc, ça sera routé vers votre routeur d'entreprise. Donc, dans ce cas-là, tout ce qui est 41.41.41.0/24, donc c'est un réseau qui est routé vers votre routeur Internet de votre entreprise. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est qu'on peut prendre une adresse IP de ce range-là, parce qu'en fait, c'est ce range-là, donc, et ce subnet-là, donc à nous, et on peut dire que le 41.41, on va dire, .5, le 41.41.5, dans ce cas-là, en fait, pour dire tout le trafic, ou bien, en fait, tout type de paquet, donc il arrive avec une destination 41.41.41.5. Dans ce cas-là, il y a le net statique qui va faire en fait un type de net et qui va en fait faire la traduction de 41.41.41.5 vers mon serveur Apache. Donc vers mon serveur Apache, comme ça, l'utilisateur qui est sur Internet, donc il peut avoir l'accès sur le serveur Apache sans aucun souci. Donc je répète. Aujourd'hui, en fait, admettons, dans votre entreprise, vous avez décidé d'acheter un réseau public. Bon, on va dire que votre ISP ou bien votre fournisseur d'Internet, il vous a vendu le réseau 41.41.41.0/24. Hein. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que votre ISP, donc il va router le 41.41.41.0/24 vers votre routeur Internet. Ou bien, on va dire, vers votre routeur Edge, donc qui vous sert pour les accès Internet. Ok. Alors, dans ce cas-là, alors pour répondre à cette problématique, pour que cet utilisateur-là, ou bien l'ensemble des utilisateurs qui sont sur Internet, qui veulent y accéder sur le serveur qui est hébergé chez vous en interne, vous pouvez prendre une adresse IP de ce range-là. On va dire, par exemple, on a pris le 41.41.5 et vous allez mettre une règle de NAT statique afin de dire tout ce qui est 41.41.41.5. Donc, il sera traduit via le NAT statique vers le serveur Apache, donc qui correspond donc à une adresse IP privée dans notre réseau local. Ok. Donc c'est pour ça en fait on dit toujours que le NAT statique ça répond à un certain besoin et c'est un type de mappage de type de 1 à 1. Ok.
Du coup, alors, on revient et on supprime tout cela. Et du coup, je passe au prochain diapo. Alors, la terminologie de NAT. Alors, la terminologie de NAT. Alors, la fonction de NAT, donc, il comprend 4 types d'adresses. Alors, la première adresse, c'est ce qu'on appelle l'adresse locale interne ou bien l'inside local. On a une autre adresse qui appelle adresse globale interne inside global et adresse locale externe, ce qui appelle outside global, et une autre adresse qui s'appelle adresse globale externe qui s'appelle outside local. Bon, moi j'ai mis exprès donc les termes en anglais parce que voilà, les termes en français, le jour où vous allez passer l'examen, vous n'allez jamais trouver en fait un terme en français. Bon. Parce que aujourd'hui, tous les examens de Cisco CCNA, ce sont des examens qui sont en anglais. C'est pour ça en fait je mets de temps en temps j'utilise en fait très souvent en fait des termes en anglais comme ça en fait au jour d'examen ou bien le jour où vous allez dire une documentation en anglais, vous n'aurez pas un problème. Mais bon, moi je fais un effort pour mettre les termes en français, mais bon, c'est pas toujours la même traduction, mais on essaie, on va dire, de faire l'effort pour mettre les termes en français. Mais bon, il faut toujours retenir les termes en anglais, surtout lorsque vous êtes, lorsque en fait vous faites en fait vous faites une formation de Cisco CCNA ou bien des autres niveaux comme le CCNP ou bien la CCE. Alors, je reviens. Alors, à quoi correspond l'adresse locale interne et les autres adresses? Bon, tout cela en fait, je l'ai résumé dans un petit schéma. Hop. Alors, attendez, excusez-moi. Alors, l'adresse locale interne, ou bien ce qu'on appelle le local interne, ou bien l'inside local. Alors, celle-ci en fait correspond donc à l'adresse IP interne qui est en fait hébergée au niveau de notre réseau. Par exemple, local interne donc correspond donc à une adresse IP d'un client ou bien d'une machine interne qui correspond à 192.168.51.5. Très bien. Par contre, le global interne, ce qu'on appelle l'inside global, c'est que ça correspond en effet à l'adresse NAT de l'équipement qui se trouve en interne. Et avec cet IP-là, on va dire, qui sera utilisé pour permettre à le PC qui est en local interne de sortir à Internet via le NAT, on va dire, via le NAT, par exemple, statique. Ou bien, si en fait c'est un serveur, on va dire que... Alors, si le PC1 c'est un serveur web, dans ce cas-là, le global inter, c'est lui en fait qui va nous servir afin que cette adresse IP qui correspond donc qui est par exemple qui est configurée sur le routeur R1 via une RAID de NAT statique pour dire que le 198.51.100.2 donc il va faire un mappage de one-to-one vers le PC1 qui a une adresse IP locale interne. Alors, pour global externe et local externe du type de NAT que nous en fait on va mettre en place. Alors, quand est-ce qu'en fait on dit local externe, quand est-ce qu'en fait on dit global externe? Alors, il faut différencier entre deux autres types de NAT. Bon, c'est pas prévu dans ce cours-là, mais bon, il faut que je vous explique cela. Vous avez un routeur qui est là. Ici, vous avez votre réseau LAN. Et ici, en fait, vous avez votre, on va dire, votre ISP ou bien votre fournisseur accès Internet. Alors, ici, lorsque vous avez le LAN qui va partir vers le fournisseur d'accès Internet, alors dans ce cas-là, en fait, on appelle ce qu'on appelle le source NAT. Donc, on va NATer la source. Donc, c'est-à-dire, on va NATer donc, un équipement qui est là, donc pour sortir sur Internet. Mais par contre, si cet équipement, il faut qu'il soit accessible depuis Internet, dans ce cas-là, en fait, on fait ce qu'on appelle on va NATer la destination. La destination NAT. Lorsque je vous parle de la destination NAT, c'est pareil en fait pour le serveur web. C'est qu'en fait ici, on va configurer sur cette interface, ou bien on va dire sur le réseau qui sera loué par votre fournisseur d'accès Internet, pour dire que par exemple le 41.41.41.5, cela correspond donc à une adresse IP privée dans mon réseau. Donc c'est ça ce que veut dire, c'est que on va NATer la destination.
Ok? Donc, parce que le 41.41.41.5 donc correspond à votre IP de destination. Donc, c'est ça ce que veut dire le source NAT et la destination NAT. Donc, l'outside global, ou bien ce qu'on appelle le local externe, donc dans ce cas-là, on l'utilise avec ce qu'on appelle la source NAT. Donc, c'est-à-dire c'est que de là vers là. Donc, dans ce cas-là, le global externe, donc ce sera donc l'adresse IP. Donc, ce sera l'adresse IP de l'équipement qui sera joignable depuis le réseau interne vers l'outside. Donc, c'est ça ce que veut dire l'outside global. Et voilà, dans ce cas-là, c'est qu'avec ce type, c'est que en fait, c'est une adresse qui sera utilisée par l'équipement en fait qui est hébergé. Et voilà, en outside de l'entreprise. C'est-à-dire en fait, il sera hébergé sur Internet. Mais dans ce cas-là, on l'utilise juste avec ce qu'on appelle le source NAT. Maintenant, le adresse globale externe, donc c'est-à-dire le outside local. Donc le outside local, alors dans ce cas-là, ce terme-là, il n'est pas utilisé avec le source NAT, mais il est utilisé plus avec la destination NAT. Donc, c'est-à-dire, c'est que le local externe donc, correspond donc à l'adresse IP de la source, ok, donc correspond donc à l'adresse IP de la source qui va joindre le 192.51.100.2 et qui sera naté vers le local interne. Donc c'est ça ce que veut dire l'outside local. Alors, il y a deux choses. Le outside global, il est utilisé avec la source NAT et le global externe est utilisé avec la destination NAT. Donc avec la destination NAT. Donc en fait, les exemples que moi je vous ai donnés par rapport à l'adresse locale externe et les global externes, alors ces explications et ces exemples en fait que moi je vous ai donnés, c'est des exemples qui se trouvent dans le bouquin officiel de la CCNA 20301, donc la version 2, où là où se trouve la partie du NAT. Donc je répète, pour le global, pour l'outside global, donc c'est l'adresse IP. Déjà en fait c'est une adresse IP donc qui se trouve, on va dire, dehors le réseau d'entreprise. Et dans ce cas-là, c'est une adresse en fait qui est utilisée plus en fait avec le source NAT. Par contre, le destination NAT, c'est pareil en fait, c'est une adresse IP donc qui se trouve donc dehors le réseau d'entreprise. Et donc ces deux-là, ce sont des adresses IP publiques, mais aussi donc le global inter, c'est une adresse IP publique. Et pour le global externe, on l'utilise plus en fait avec la destination de NAT. Donc c'est-à-dire c'est que lorsque donc cette adresse-là, donc il va passer donc notre routeur internet pour qu'il rejoigne par exemple une source en interne. Ok, donc c'est tac tac, alors je rejoins. Alors, en fait, ici un petit résumé. Donc, l'adresse interne, c'est l'adresse de Perfect traduite via le NAT. Et l'adresse externe, c'est l'adresse de périphérique de destination. OK? Ok, donc la configuration du NAT statique que nous, en fait, on va le voir dans un lab particulier. C'est que aujourd'hui, lorsque il faut que je configure donc un NAT statique au niveau de mon équipement, déjà en fait il faut qu'on passe en mode configuration globale. Lorsque je passe en mode configuration globale, maintenant je dirais que je mettrai donc la commande IP NAT pour dire que moi je vais configurer du NAT. Par exemple, dire que je vais le configurer en inside, c'est-à-dire on va dire en inside, c'est-à-dire en local pour la source statique 192.168 le 10.254 par exemple, on va dire qui correspond donc à un serveur web. Donc là, celle-ci en fait, il sera naté avec l'adresse IP le 209.165.201.5. Dans ce cas-là, lorsque moi, par exemple, lorsque je dirais que je voudrais partir vers un client qui est sur Internet, bah, dans ce cas-là, ce que je peux utiliser, c'est que dans ce cas-là, le routeur de NAT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer donc mon adresse IP source, il va le mettre sur
sur le 201.165.201.5. Par ailleurs, c'est que en fait, dans ce type de NAT, c'est un type de NAT ce qu'on appelle bidirectionnel, c'est-à-dire en fait, il est dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est que lui, donc, il peut partir sur le client pour rejoindre le client sans aucun problème. Par ailleurs aussi, ce qui peut arriver, c'est que je peux utiliser donc le HTTP alors double slash pour utiliser le 209.165.201.5 pour afficher le contenu du serveur web sans aucun souci. Ok, donc c'est un type de NAT qui est bidirectionnel, c'est-à-dire il est dans le deux sens. Maintenant, après, lorsqu'on définit tout cela, il faut qu'on définisse ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire en fait les interfaces. Donc là où se va trouver l'inside et l'outside pour le NAT. Alors par exemple, on a dit que l'interface serial 0/0/0, donc celle-ci correspond donc à l'IP NAT inside, donc c'est celle-ci donc correspond donc à l'IP NAT inside, et le S0/1/0, donc celle-ci en fait va correspondre à l'IP NAT outside. Alors, cette configuration, c'est ça ce qu'on va voir ensemble dans le lab du NAT statique. On va essayer de prendre, on va dire, un lab sur Packet Tracer et on va voir tous ces éléments-là, tous ensemble. Comme ça, en fait, vous pouvez comprendre la configuration et on va faire les tests nécessaires pour votre compréhension. Pardon. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.